Vous, mes hockey fans, bonjour et bienvenue à un autre preview pour la saison 2021-2022. Et cette fois-ci, on s'attaque au très décevant Canucks de Vancouver. L'année 2021 aurait été carrément horrible pour les fans des Canucks de Vancouver. D'abord parce que E.H. Peterson a manqué quand même un bon bout de la saison à cause d'une blessure. Il a été limité à 26 des 56 matchs de l'organisation. Ensuite de ça, parce qu'un gardien de but comme Brandon Oldby a été alors là plus que décevant pour l'organisation. Dans le cas de Oldby, 21 matchs, 3,67, 889. On le voyait pas nécessairement comme le sauveur, mais quand même, on pensait que c'était un gars qui pourrait être un petit peu plus performant que ça. Puis un gardien de but qui aurait pu amener un certain leadership pour aider le jeune Thatcher Demko. Du côté des Canucks de Vancouver, on avait perdu quand même les services de joueurs très importants. On pense entre autres à l'attaquant Tyler Toffoli, on pense au défenseur Chris Tanev, on pense également au gardien de but Jacob Markstrom. Donc l'organisation devait quand même combler des manques qui étaient des manques importants. On croyait qu'au niveau de nos jeunes, on était peut-être capable de combler le départ d'un gars comme Tyler Toffoli. On a été par le biais de transactions pour essayer de combler le départ de Markstrom et de Tanev. Du côté de Markstrom, on avait opté pour Brandon Oldby, qui a été une expérience malheureusement décevante pour l'organisation. Également, du côté de Chris Tanev, on avait décidé de compenser par Nate Schmidt. Nate Schmidt qui nous arrivait de Vancouver. Dans son cas, à lui, ça a été une saison très décevante également. En 54 matchs, on parle de 15 points seulement. Il continue sa carrière avec les Jets de Winnipeg dans le cas de Schmidt. Fait que, bref, on n'a pas eu des résultats très concluants. Le début de saison a été excessivement difficile. On a commencé contre le Canadien de Montréal, puis ça a été très pénible. Et par la suite, disons que ça a été difficile de se remettre de ça du côté des Canucks de Vancouver. Alors, on revient cette année avec l'entraîneur Travis Green, que je commence à me dire que c'est peut-être pas l'homme de la situation. Le directeur général Jim Benning, qui finalement a réussi à signer Elias Peterson et Quinn Hughes. Bonne affaire avant le début de la saison. Reste Brady Tkachuk à Ottawa. Brady Tkachuk toujours pas signé au moment de faire cette vidéo-ci. En 2019-2020, les Canucks de Vancouver, 69 matchs, 36 victoires, 27 défaites et 6 défaites en prolongation. Fait quand même 36 pour 33. On joue au-dessus de 500, 78 points. C'était quand même une bonne saison 2019-2020. Et là, on arrive en 2021 où on a 23 victoires, 29 défaites et 4 défaites en prolongation. Donc 23 victoires pour 33 défaites. On est largement en dessous de 500 pour 50 points. Ce qui nous a fait terminer au 7e rang de 7 dans la division du Nord. Donc on est la pire équipe au niveau de la division du Nord. Et je pense très honnêtement que les Canucks de l'année passée ne pouvaient pas rivaliser avec beaucoup d'équipes, peu importe les divisions, toutes divisions confondues. Alors, on a une moyenne de buts marqués de 2,64, ce qui est faible et très étonnant de la part d'une organisation qui a pourtant un potentiel offensif très intéressant. On pense entre autres à un défenseur qui est un défenseur zéro défensif, Quinn Hughes, qui est un gars qui quand même provoque beaucoup de choses offensivement. Peterson, Horvat, Bowser, Miller, c'est tous des gars qui peuvent provoquer des choses offensivement. Puis pourtant, l'organisation était quand même à 2,64, ce qui n'est pas extraordinaire. Je m'aurais attendu à mieux que ça. Maintenant, une moyenne de buts accordés de 3,34. C'est horrible défensivement. À 3,34, on est la 26e défensive de la Ligue. Alors, en termes d'attaque, 2,64, on est 24e. En termes de défense, 3,34, 26e. C'est pathétique. Pathétique, pathétique. Et c'est en partie, disons qu'on peut blâmer Brandon Oldby, mais ce n'est pas que Brandon Oldby, parce que l'équipe l'a lâché par soir, honnêtement. Puis c'est ce qui faisait qu'il n'y avait rien en avant de lui. Fait que le gars, il était un peu laissé seul à lui-même. Puis dans la mesure du possible, Thatcher Demko a connu une excellente saison dans ces circonstances-là de jeu défensif très laborieux à Vancouver. Très bonne saison pour Thatcher Demko l'année passée. Alors, en avantage numérique, on a 17,4%, ce qui est encore là très étonnant. Je ne comprends pas vraiment. 25e avantage numérique pour toute la Ligue. Puis c'est étonnant parce qu'on a des gars comme Monsieur Unité Spéciale, JT Miller. JT Miller qui est un gars qui excelle en avantage numérique. L'année passée encore, on parle de 18 points pour JT Miller en avantage numérique. On parle de 19 points en avantage numérique pour Quinn Hughes. Alors, c'est une organisation pourtant qui ne devrait pas être si catastrophique en avantage numérique. Je ne vous dis pas première de la Ligue, mais quand même 17,4%. C'est vraiment pas bon. Donc, on parle du 25e avantage numérique dans toute la ligue. Les avantages à 79,8, c'est juste ordinaire. On est à peu près milieu de classement. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Fait que bref, difficile au niveau des unités spéciales. 5 contre 5, pas dominant non plus. Ça a été une saison à oublier pour les Canucks de Vancouver. On tourne la page, on passe à autre chose. On a terminé 7e dans la division du Nord sur 7. On a terminé et on était quand même relativement proche des Sénateurs d'Ottawa. Mais il reste qu'on est 7e. 24e dans la Ligue nationale et on n'a pas participé aux séries. Le meilleur en termes de buts aurait été M. Bowser avec 23 buts. C'est une excellente saison quand même pour Bowser. De manière générale, ça a été une bonne saison pour lui. J'ai bien aimé la saison aussi de Bo Horvat.
Il n'y a quand même pas que du négatif là, dans l'organisation. On va parler d'autres choses aussi. Le meilleur en termes de points aurait été Bowser également avec 49 points, ce qui est très bien. Le plus proche, il me semble qu'il y avait 46 points. C'est ça. JT Miller qui est le suivant. Et le meilleur défenseur en caractère offensif. Et là, je le souligne. Caractère offensif. Quinn Hughes avec 56 matchs, 41 points. Moins 24, mon ami, moins 24. C'est le pire de l'organisation avec moins 24. C'est vraiment pas un défenseur qui est solide défensivement. Puis ça, ben, t'as pas de joueurs qui sont très solides défensivement avec l'organisation des Canucks de Vancouver. Fait que là, ben, c'est sûr qu'on va avoir des points d'interrogation cette année. Bon, première des choses, on a Niles Hoglander. Niles Hoglander était un jeune qui, moi, je vous le cacherai pas, je m'attendais pas à ce qu'il fasse la Ligue l'année passée. Fait que le jeune, honnêtement, a super surpris en training camp, en camp d'entraînement. Il a vraiment surpris l'organisation en camp d'entraînement, puis il a gagné ses galons graduellement, puis au fil que la saison avançait, bien, plus que ça allait, puis plus qu'on y faisait confiance, puis qu'il s'est ramassé dans le top 6 de l'organisation. Alors, Niles Hoglander, c'est un jeune joueur qui est franchement à caractère offensif très intéressant. Il est créatif dans son jeu. L'année passée, à sa saison recrue, c'est 27 points en 56 matchs, et je crois que ce jeune-là a une belle carrière en avant de lui. À savoir maintenant, c'était sa première saison, la gaine de la deuxième saison arrivera-t-elle? Ça, c'est un point d'interrogation qu'on a de ce côté-là. Ensuite de ça, on a quoi aussi comme point d'interrogation? Bon, je pense que ça va être pas mal tout pour ce qui est de mes points. Ah, ben non, Travis Hamonic, c'est vrai. Travis Hamonic, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va arriver avec lui. Là. Bref, pour l'instant, il est comme out indéfiniment pour des raisons personnelles. Fait que moi, je ne l'ai pas mis dans mon alignement parce que je ne sais pas s'il va être là. Mais ça, Travis Hamonic, c'était un défenseur à caractère défensif qui était intéressant pour l'organisation des Canucks de Vancouver. Fait que bref, ici on a des jeunes qui pourraient faire partie de l'organisation. J'ai pris la décision de ne pas nécessairement entrer dans les détails pour Rathbone parce que je suis pas sûr qu'il va faire partie de l'organisation. Moi je l'ai mis là, mais ça va dépendre jusqu'à la fin du camp d'entraînement, je suis pas certain. Mais ces deux-là, je pense qu'ils ont des très bonnes chances de faire partie de l'organisation. Alors on va commencer avec Vassili Podkolzin. C'est un ailier droit de 20 ans. Lui, il jouait dans la KHL. C'est un gars qui appartient au Canucks, mais qui jouait dans la KHL dans son cas à lui. Dans la KHL, l'année passée, 35 matchs, 5 buts, 6 passes pour 11 points. Pour un jeune de son âge, on parle d'un gars qui avait 19 ans dans la KHL, c'était quand même relativement bon en termes de statistiques offensives. Fait que c'est un jeune qui est capable d'apporter surtout une dynamique offensive. C'est pas un gars qu'on connaît comme étant un gars responsable défensivement ni très physique, mais c'est un gars qui pourrait faire partie de l'organisation parce que je pense qu'il y a de la place pour intégrer les jeunes chez les Canucks dès cette année. Ensuite de ça, on va parler de Olli Juolvi. Dans son cas à lui, c'est un défenseur de 23 ans. Il a joué dans la LNH l'année passée, 23 matchs, 2 buts, une passe pour 3 points. Dans le cas de Juolvi, lui, on parle que en 2019-2020, il avait joué la saison complète dans la Ligue américaine, 45 matchs, 25 points. C'est un défenseur qui est un défenseur mobile, à caractère offensif, peut-être un petit peu moins catastrophique défensivement que Hughes, mais c'est vraiment pas un défenseur qui est connu comme étant solide défensivement. Alors bref, il pourrait faire partie de l'organisation, d'après moi, parce qu'il y a déjà une expérience LNH. Puis à partir de ce moment-là, ben, il y a de la place dans cette équipe-là pour rentrer des jeunes. Fait que moi, je vois comme étant, il y a une certaine expérience suffisante pour permettre à ce jeune homme-là de faire partie de l'alignement dès cette année. Alors, maintenant, ça ici, c'est un alignement tel que je vous le propose. Ça ne veut aucunement dire que ça va être ça au niveau du début de saison, mais c'est ce que je vous propose comme alignement de début de saison pour les Canucks de Vancouver. En termes de première ligne, j'ai décidé d'opter pour des gars qui se connaissent tous. Là, remarquez bien, c'est que sur mon tableau, il y a beaucoup de noms en rouge. Des noms en rouge, ça veut dire que c'est des gars qui n'étaient pas là l'année passée avec l'organisation. Et là, je parle même pas d'exemple Podkolzin, que lui, il jouait dans la KHL. Il appartenait déjà aux Canucks, fait que je l'ai mis en bleu pareil. Mais ça, c'est des gars qui ont été soit signés ou acquis dans des transactions. Il y a beaucoup de noms en rouge et certains à des postes clés. Au niveau offensif, c'est peut-être un peu moins pire. Au niveau défensif, c'est un petit peu plus grave là, les ajouts qu'on a faits et j'ai pas vraiment confiance dans cette défensive-là encore cette année. Donc, en termes de première ligne, moi j'ai opté pour aller vers trois gars qui se connaissent déjà très bien. Fait qu'on y va avec JT Miller, Peterson et Bowser. Dans le cas de JT Miller, Peterson, écoute, ils vont se connaître. Ben, ils vont se connaître. Ils vont jouer ensemble sur l'avantage numérique. Ils vont jouer ensemble en 5 contre 5. Bowser devrait les accompagner là-dedans, d'après moi, parce que ça a été le meilleur avant l'année passée au niveau de la saison totale et en termes de but aussi. Puis JT Miller, c'est une menace constante en avantage numérique. Fait que bref, pour moi, cette ligne-là est une ligne que tu peux utiliser en avantage numérique puis que tu peux utiliser à 5 contre 5. Je la garde comme ça. JT Miller, qui est mon ailier gauche de mon premier trio, 46 points en 53 matchs l'année passée, une très bonne saison et entre autres dominant en avantage numérique. C'était la raison pour laquelle on avait été chercher. Et Elias Peterson, qui finalement a été signé.
Lui, dans son cas, ça a été plus difficile en début de saison, mais la manière, il a pogné son air d'aller. C'est pas un joueur, vraiment pas un joueur physique. C'est pas un joueur très défensif non plus. Mais 21 points en 26 matchs, c'est quand même une production offensive qui est intéressante. Qu'on fait jouer avec Bowser, 49 points en 56 matchs l'année passée. Ça a été le meilleur attaquant de l'organisation, mais ça a été le meilleur attaquant de l'organisation. Il y a une menace constante comme buteur. Par la suite, au niveau de mon deuxième trio, j'ai déjà opté d'y aller avec un nouveau venu, avec Captain Beau, puis Niles Oglander. Niles Oglander connaît un peu l'organisation. Il a quand même une saison d'expérience dans la LNH avec les Canucks de Vancouver. Il a fait de très belles choses. Il a montré de très belles choses au niveau de sa productivité, pas de productivité, sa créativité offensive. 27 points en 56 matchs l'année passée. C'est un jeune homme, honnêtement, qui est un jeune homme qui est très intéressant pour l'avenir des Canucks de Vancouver. D'où pourquoi je pense qu'il va le faire jouer avec Captain Beau. Captain Beau n'est pas tant vieux, mais il a déjà beaucoup de leadership et beaucoup de responsabilités. C'est un gars qu'on demande de jouer dans les deux sens de la patinoire. Fait que de le faire jouer avec un gars comme Connor Garland puis Oglander, je pense que c'est intéressant parce que lui va être responsable. Puis cette ligne-là, d'après moi, peut être une ligne très intéressante. Oglander est créatif, Garland est créatif. Alors, Bo Horvat l'année passée, 39 points en 56 matchs, c'est le centre de mon deuxième trio. C'est peut-être le joueur que je préfère dans cette organisation-là. Il est capable de tout faire. Je l'adore, je l'adore. Captain Beau, je l'adore. Et Connor Garland, qu'on a acquis des Coyotes de l'Arizona, 39 points en 49 matchs l'année passée. C'est un gars qui a beaucoup d'attitude. C'est un gars qui dérange et c'est un gars qui est capable d'avoir une longue possession de rondelles et qui est créatif. C'est pas nécessairement ton meilleur buteur dans ton organisation, but still, c'est un gars qui est capable de créer des choses offensivement, tout comme Oglander. Fait que c'est intéressant de faire jouer les deux gars ensemble, d'après moi. Mais sinon, on pourrait interchanger des buteurs, puis là, à ce moment-là, descendre soit Miller ou descendre Bowser, puis essayer de mélanger, mettons, de mettre... ça pourrait être intéressant de mettre un gars comme Connor Garland avec JT Miller, Pedersen. Ça pourrait être intéressant. Mais je pense qu'en termes de possession de rondelles, Garland va finir par tomber ses nerfs à Pedersen. Fait que c'est peut-être préférable de le faire jouer avec Bo Horvat, puis Oglander, ben, il est plus jeune. En termes de troisième ligne, j'y vais avec Tanner Pearson, 18 points en 51 matchs, un joueur de profondeur. Jason Dickinson, qu'on a acquis des Stars de Dallas, 15 points en 51 matchs, le centre de mon troisième trio. Et dans le cas de Pod Colzin, lui, il jouait dans la KHL, 11 points en 35 matchs dans la KHL. C'est un gars qui va challenger pour être dans mon top 6. C'est un joueur en caractère offensif qui a joué contre des hommes dans les années passées. Fait il devrait avoir une adaptation quand même pas si mal. Mais il y a des gars qui s'adaptent très très mal à la NH, on va voir cette année. Mais c'est un gars qui est pressenti faisant partie de l'alignement cette année avec les Canucks de Vancouver. En termes de quatrième ligne, on y va avec Di Giuseppe. Giuseppe, lui, c'est 8 points en 31 matchs l'année passée. Il joue avec les Rangers, si je me rappelle bien. Dowling, c'est 5 points en 27 matchs l'année passée. Et Highmore, c'est 7 points en 42 matchs l'année passée. C'est des joueurs de profondeur. C'est la même chose pour mes Scratch, McEwen et Pedden. Fait que, tu sais, on a beaucoup de nouveaux quand même dans notre unité d'attaque. Garland est nouveau dans l'organisation de cette année. Dickinson de cette année. Dowling de cette année. Giuseppe de cette année. Et Pedden de cette année. Fait que ça fait beaucoup de gars qui doivent s'adapter au style de jeu, qui doivent s'adapter aux autres joueurs, qui doivent s'adapter au type de training. Fait que, bref, ils doivent s'adapter. Et ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime pas particulièrement voir autant de rouge sur un tableau. Ensuite de ça, au niveau des défenseurs, c'est là où pour moi ça se casse énormément du côté des Canucks de Vancouver. On a essayé de faire des moves intéressants pour essayer de renforcer l'unité défensive. Mais des fois, la colle, elle pogne pas. Puis quand elle pogne pas, ça peut être très, très catastrophique. Bon, en termes de première page, j'ai décidé d'y aller avec Quinn Hughes, 41 points en 56 matchs, et Tyler Meyer, 21 points en 55 matchs. Les deux gars se connaissent un peu. Ça a été plus intéressant d'avoir Travis Hamonic encore cette année, mais d'avoir Travis Hamonic ici cette année. Mais je ne sais pas s'il va jouer. Il ne jouera peut-être même pas de la saison. Fait que bref, il faut s'arranger autrement. Et très honnêtement, il n'y a pas vraiment beaucoup d'éléments top 4 dans cette organisation-là, parce que même Tyler Meyer, je ne l'aime pas tant top 4. Je vis avec, mais je l'aime pas tant top 4. Quinn Hughes, Oliver Ekman-Larsson, oui. Mais Meyer, Pullman, Shan, Yolvi, non. En tout cas, pas pour moi. Pour moi, ils ne me mettent pas en confiance dans un top 4. Mais j'ai pas le choix, fait que j'y vais avec Tyler Meyer. J'ai décidé d'y aller en termes de deuxième paire avec deux gars qui se connaissent pas. Fait que je me suis dit, tant qu'à apprendre à s'adapter à tout le monde, ils vont s'adapter entre eux. N'est-ce pas merveilleux? Oliver Ekman-Larsson, qu'on a acquis des Coyotes, l'ancien capitaine, 24 points en 46 matchs l'année passée. C'est un défenseur qui est quand même pas si mal défensivement, assez intelligent défensivement, plus que Quinn Hughes en tout cas, plus responsable dans son jeu, puis qui est capable de créer certaines choses offensivement aussi. Donc c'est un gars qui n'a pas la vision offensive de Quinn Hughes, mais quand même qui est intéressant au niveau de sa créativité offensive. Puis ça c'est intéressant pour l'avantage numérique aussi, parce que là tu devrais avoir deux vagues avec deux bons défenseurs en caractère offensif. C'est assez intéressant à ce niveau-là. Et je le fais jouer avec Pullman, c'est 1.39 matchs. Mais dans le cas de Pullman, c'est un défenseur format géant qui nous arrive de Winnipeg. Écoutez, Meyer était à peu près le même type de défenseur. Pullman, ça a été plus long, là. Pour lui s'établir LNH. Là. Fait que,
c'est à peu près le même type de gabarit en termes de défenseur, puis un style de jeu peut-être plus défensif pour Pullman, un petit peu plus vers l'attaque pour Meyer, mais tu sais, ish là. Fait que bref, ça peut être intéressant, un défenseur peut-être plus costaud et défensif pour jouer avec Ekman-Larsson. En gros, c'est ce que moi je vois. Et par la suite, j'y vais avec Olli Juolevi. Lui, c'est 3 points en 23 matchs l'année passée. C'est un défenseur qui est un défenseur mobile. Il est jeune. Il a quand même un potentiel intéressant que je fais jouer avec le nouveau venu Shan. Shan, lui, c'est 4 points en 8 matchs l'année passée. Un défenseur qui est capable de frapper fort et qui a une certaine responsabilité défensive. Et je coupe Rathbone. Rathbone, dans son cas, à lui, c'est quand même un joueur qui est assez intéressant. Il a 22 ans. Il a joué 8 matchs l'année passée dans la LNH pour 3 points. Je crois que il n'y a peut-être pas assez d'expérience LNH pour qu'on le mette dans l'alignement régulièrement, mais en termes de scratch, ça peut être intéressant. Je vais privilégier de faire jouer Olli Juolevi plutôt que de faire jouer Rathbone. Au niveau des gardiens de but, ben là, je pense que le rôle a été pas mal défini. Ah, c'est vrai, il fallait que je mentionne aussi, c'est vrai, j'ai oublié. Tyler Mott et Sutter, les deux sont blessés, ils ne devraient pas faire partie de l'alignement en début de saison. Donc, au niveau des deux gardiens, ben, Thatcher Demko semble avoir vraiment établi son poste de gardien de but partant à Vancouver. Ça, c'est intéressant pour les Canucks parce que le gars, il est relativement jeune puis il a des statistiques appréciables. Fait que, bref, malgré tout le fiasco défensif l'année passée des Canucks de Vancouver, le jeune a réussi quand même en 35 matchs, 2,85, 915. 915 d'efficacité, 2,85, c'est ce qui est emblématique là-dedans. 915, c'est que le gars est quand même assez solide, mais 2,85, c'est parce qu'il a reçu bien des pucks à la gueule. En gros, c'est ça qu'il faut comprendre. Fait que bref, le jeune, honnêtement, à 915 d'efficacité en 35 matchs, a relativement bien fait. Alors, si cette équipe-là est capable de se resserrer défensivement puis aider un peu ses gardiens de but, ça l'aiderait. Et puis, il faut augmenter notre moyenne de buts marqués. Je comprends pas que cette équipe-là ne marque pas plus que ça. Et par la suite, ben, on a fait l'acquisition du vétéran Jaroslav Halak. Jaroslav Halak avec les Bruins de Boston l'année passée, 19 matchs, 2,53, 905. C'est pas le sauveur. C'est clairement pas le sauveur pour les Canucks de Vancouver. Donc, notre choix qui est notre choix de prédilection pour Vancouver, c'est clairement Thatcher Demko. Puis là, on va voir concernant Thatcher Demko. Si le gars il est assez solide, ben, probablement qu'il va avoir la forte majorité des départs l'année prochaine. Si jamais il n'est pas assez solide, on va peut-être essayer de partager les départs entre Demko et Halak. On a aussi un jeune, je pense que c'est Di Pietro, je pense, si je ne me trompe pas, dans la Ligue américaine ou quelque chose comme ça, qui pourrait peut-être être appelé en renfort aussi. Mais bref, normalement, ça devrait être Demko partant, puis Halak comme auxiliaire. Puis ben, c'est un joueur qui a de l'expérience. Pas connu nécessairement pour avoir beaucoup de leadership dans le cas d'Halak, mais c'est un gars qui a réussi à être solide dans la mesure du possible au moment où on l'a rappelé, rappelé dans le sens où au moment où on a fait appel à lui à Boston. Fait peut-être. Mais cette équipe-là, il faut qu'elle se ressaisisse défensivement parce que sinon, ça va absolument rien donner de bon, peu importe le gardien de but que tu vas mettre devant les filets. Alors bref, c'était mon preview pour la saison 2021-2022 des Canucks de Vancouver. C'est une organisation qui, pour moi, a beaucoup trop de nouveaux joueurs dans cette équipe-là. Il y avait déjà de la difficulté défensivement, puis là, ils rajoutent comme plusieurs défenseurs, 3 sur 6, dont 2 défenseurs sur 4 dans mon top 4. J'aime pas ça. D'après moi, cette organisation-là ne fait pas partie des séries éliminatoires cette année. C'est une équipe qui devrait avoir de la difficulté. Elle ne sera probablement pas dans les pires équipes de la Ligue, mais peut-être, par contre, dans le dernier tiers. C'est mon impression pour les Canucks de Vancouver. Alors, donnez-moi votre impression à vous pour la saison 2021-22 des Canucks de Vancouver au travers des commentaires. Ça va me faire plaisir de pouvoir vous lire. Alors, je vous dis un très gros merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas, on fait un j'aime, on partage. Si vous abonnez, activez la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent. Alors, sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci de m'avoir écouté.